Bon, vous êtes prêts? Parce qu'il est 11h bientôt et demi, on va avoir faim, tout ça, donc let's get over with. Ok, donc aujourd'hui, je vais parler d'agilité. Vous lisez des trucs sur l'agilité qui disent que c'est un peu la fin de l'agilité, tout ça? Non? Vous avez pas entendu parler de ça? Ah bah apparemment, c'est pas venu jusque Niort. Ok, ok. Bon alors, sachez qu'il y a une grosse lame de fond dans le coaching agile qui dit que l'agilité est morte. Vive l'agilité. Il y a des grosses remises en question aujourd'hui des frameworks, du sens de l'agilité, de à quoi ça sert, tout ça. Donc voilà, cette conférence, elle essaie de répondre un peu à toutes ces questions. Donc si vous vous posez pas la question, elle va peut-être pas vous répondre voilà, mais bref. Anyway, donc on va faire un petit retour sur 100 ans de système d'organisation. Donc ça c'est super important pour comprendre pourquoi l'agilité aujourd'hui. On va partir sur quelques constats. Alors moi je suis coach OKR, je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc l'avantage des OKR c'est qu'on est vraiment sur le backbone de l'entreprise, on est vraiment et en haut et en bas et au milieu, on est partout, donc on voit un peu tout ce qui se passe et tout ce qui se passe pas. Et donc je vais essayer de répondre à cette question de est-ce qu'on est au début de la fin ou au fin du début de l'agilité. Bien sûr, cette question, si vous ne posez pas la question de l'agilité. Voilà. Donc, comprendre le passé pour prévoir le futur. Donc là, on a une super mise en perspective de Suzy Carnivang, qui a bossé pour les INRS, de dire c'est quoi tous les grands systèmes de pensée en fait organisationnels. Donc, ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est que ici, plus on monte en haut, plus on est sur des systèmes de contrôle, plus on descend, plus on est sur des systèmes participatifs. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vous parler un petit peu, le participatif. Donc là, on va voir un petit peu Fordisme, Taylorisme, on voit pas du tout. Là, c'est tout ce qui est TPS avec le Lean Management. Ici, c'est toutes les écoles de relations humaines. Et là, ici, on a méthode agile. Donc ça, c'est si vous avez l'occasion de voir ce schéma, il est vraiment très intéressant. Ça permet de voir pas mal de choses. Donc il faut savoir que le premier système vraiment scientifique, c'est Fordisme et Taylorisme. Donc ces systèmes, ils apparaissent pendant la révolution industrielle. La question, c'est la standardisation, c'est aller chercher de la productivité, c'est vraiment comment on arrive à faire le plus avec le moins. Principe phare, division de l'organisation verticale. Donc on avait les managers d'un côté, les ouvriers de l'autre. Ça se matérialisait avec les cols bleus, cols blancs. Donc le manager, lui, il vit dans sa tour d'ivoire. De temps en temps, il descend. Il engueule 2-3 personnes, ça va mieux, il remonte, il va chercher son café. C'était un petit peu ça. Et il y a une deuxième division aussi, c'est la division du travail telle quelle. C'est-à-dire que sur une chaîne de production, chacun avait sa micro-tâche à faire. Et chacun était expert de sa micro-tâche. Et c'est comme ça qu'en fait, il mesurait la productivité. Donc la productivité, c'était faire rapidement une tâche répétitive. Bon, pas étonnant qu'on ait remplacé certains de ces rôles par des machines, surtout qu'aujourd'hui avec l'IA, voilà. Mais c'était quelque chose d'assez intéressant parce que c'est les premiers systèmes qui ont été créés. Ces systèmes, ils ont encore un impact fondamental dans nos organisations aujourd'hui. On retrouve ça avec les grandes verticales, les grandes directions. Chacun est dans son métier, dans son périmètre. Et quand on essaye de péter les silos, c'est compliqué. Deuxième manière un peu scientifique de répondre à c'est quoi l'organisation du travail, on a les relations humaines. Donc dans les années 30, on se dit alors l'homme comme une machine, ça marche pas du tout. On va essayer de prouver, et ils ont prouvé qu'une équipe qui est auto-organisée, qui va justement travailler avec une forme d'autonomie, va finalement réussir à être beaucoup plus productive qu'en découpant le travail un peu machinalement, un peu bêtement. Donc cette théorie, en fait, elle est vraiment à l'origine de la qualité de vie au travail, qui apparaîtra dans les années 70. Donc cette question, c'est comment est-ce qu'on arrive à être performant tout en acceptant le facteur humain en fait dans l'organisation. Et le facteur humain, il est prépondérant. La limite de ce système-là, c'est que en fait, c'est très difficile à mettre en place. C'est des grands concepts, des grands principes, un peu comme l'agilité. On retrouve toujours un peu ce côté permissif et ce côté difficile à traduire opérationnellement, en fait. Mais on va voir qu'il y a énormément d'impact sur les différents, en tout cas même encore aujourd'hui. Ensuite, on a le TPS. Donc Toyota, lui, toujours dans l'industrie, il se dit moi l'homme comme une machine, ça me va pas du tout. Donc il va toujours avoir ce côté découpage, mais complètement différemment. Donc
Management, on l'allège un petit peu, hein, ça sert à rien d'avoir 50 surcouches. Le management n'est plus là pour contrôler et donner des taquets. Le management est là pour s'assurer que les collaborateurs, ils ont bien toutes les bonnes solutions, les bons moyens pour tacler leurs problèmes du quotidien. Pourquoi ? Parce que l'ouvrier, il est au cœur de la machine. L'ouvrier, c'est lui qui sait, qui est sachant sur son poste de travail. Et ça, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire qu'on casse ce côté, le management qui sait, de toute façon, il a raison, quoi qu'il arrive. Là, le management, c'est un peu un servant leader, si vous voulez. Il est là pour vraiment accompagner ses collaborateurs. Donc là, les collaborateurs sont polyvalents et ils sont surtout responsables. Ils sont responsables de leur propre qualité. Et on arrive à des systèmes avec le produire juste à temps, la réduction des wastes, je n'ai plus en français, des gaspillages, merci. Et on arrive à ce fameux système de se dire, on essaye de produire quelque chose de qualitatif, en fait. Donc la notion de qualité au-dessus de la quantité est assez prépondérante dans ce système. Donc ce qui s'est passé sur le TPS, c'est que ça a été importé en Europe. On a adoré en Occident, on s'est dit wow, c'est génial. Sauf que quand on l'a importé, on a retiré l'aspect humain. On se dit non mais nous, on a juste besoin des process. Les process c'est super, on comprend, c'est facile, 1 + 1 = 2, on va le mettre en place. Ce qui s'est passé, c'est que du coup ça a complètement déshumanisé le truc, et on le reverra dans la conclusion, c'est que on a changé la nature profonde du Lean, en tout cas du TPS. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est approprié le truc, mais comme ça nous arrangeait au moment où on l'a fait. Et donc ça, parfois, dans l'agilité, ça arrive aussi un petit peu. On a des petites déviances comme ça. En 1974, alors François Dupuis, je ne sais pas si vous connaissez, sociologue français des organisations. Si vous avez l'occasion de lire Lost in Management, il écrit très bien. Il parle beaucoup de changement, sociologie du changement et autres. Et lui, il va identifier qu'en fait, en 1974, il y a 2 crises. La première crise, c'est une crise pétrolière. La deuxième, c'est la victoire du client. Alors, c'est quoi la victoire du client ? C'est le client qui, finalement, prend le pouvoir sur la relation avec l'entreprise. Il va commencer à être regardant sur la qualité, sur ce qu'on va lui offrir, pas lui offrir. Donc, il va commencer à être exigeant, tout simplement. Donc ça va obliger les organisations à se poser la question de comment je m'organise pour répondre au mieux à mes clients. Parce qu'à l'époque, on se disait comment j'organise mon entreprise pour être performant. Super, mais performant au regard de quoi ? Au regard de moi-même. Là, je dois être performant au regard d'un client, d'un besoin, d'un utilisateur. Ok, donc ça, c'est complètement différent. Ça veut dire qu'on passe de systèmes endogènes à des systèmes exogènes. C'est quoi la différence entre endogène et exogène ? C'est endogène, par exemple, je suis un commerce, j'ai décidé de fermer mes portes entre midi et 2 parce que mes salariés, ils ont du confort. Exogène, c'est je vais ouvrir entre midi et 2 parce que mes clients, c'est le moment où ils sont disponibles. On peut faire un parallèle avec la poste, on le fait tous. Mais il y a ce côté, on va commencer à se poser la question de comment on fonctionne pour répondre au maximum à notre utilisateur. Le deuxième point, c'est la coopération et la transversalité. Il y a un truc qui se passe, c'est que la livraison de valeur ne se fait plus dans son carcan. On est obligé, pour livrer de la valeur à nos utilisateurs, de décloisonner l'organisation et de travailler sur des projets transverses quelque part. Donc ça, c'est génial. Sauf que, du coup, les personnes qui étaient sûres dans leur poste de travail, qui avaient leurs habitudes, leur bureau, la photo de leur chien, finalement, on commence à leur dire « mais la manière dont tu travailles, c'est très bien, mais il va falloir que tu travailles avec d'autres ». Et donc là, on dépossède quelque part les gens de leur impact, c'est-à-dire que ils faisaient très bien leur travail, sauf que là, on commence à leur dire ouais, c'est bien, tu nages dans ton couloir, mais là, en fait, on va changer de discipline, on va passer à la natation synchronisée. Sauf que savoir nager, c'est pas savoir faire de la natation synchronisée. Donc là, il y a vraiment des risques psychosociaux qui sont vraiment apparus liés à ça, à cette transversalité, puisque on change complètement les règles du jeu. Donc on peut être expert et être nul dans notre relation interpersonnelle. On peut être excellent dans nos relations interpersonnelles et nul dans notre expertise, mais c'est quand même compliqué. Il va falloir repenser la manière dont on va travailler. Et ça, l'agilité, en fait, on va voir que ça va répondre à ce genre de questions. Donc, pour répondre à tout ça, les entreprises, au lieu simplement de se dire on va mettre de la confiance, non, ils ont mis des outils, ils ont mis des process, des trucs, des carcans pour s'assurer que les gens ils faisaient exactement ce qu'on leur demandait de faire. Sauf que comme les règles elles ont changé, ça marche plus.
Donc ce que nous dit François Dupuis, c'est que l'arme du management de demain, en fait, c'est la confiance, la capacité d'aider les organisations, les équipes à s'auto-organiser et non à mettre des process voilà, qui sont carrés. Et le process, en fait, retire ce qu'on appelle l'aléa humain. L'aléa humain, c'est quoi? C'est l'adaptation de chacun à une règle. Un enfant vient voir son parent avec un bulletin tout pourri, il se fait engueuler, bah, la prochaine fois, il ne le montrera plus. Ça, c'est l'aléa humain. C'est-à-dire qu'on s'adapte au système qu'on nous présente. Donc, dès qu'on met un système verrouillé par des process, bah, naturellement, on va trouver des chemins détournés qui nous conviennent. En plus, on est des latins en France, faut pas l'oublier. Donc là, on a Edward Deming qui nous dit que le client est la partie la plus importante de la ligne de production. Oui. C'est vrai. Est-ce que c'est toujours le cas? Faut pas oublier que le client, c'est bien, mais il y a encore d'autres parties prenantes qui sont intéressantes. Dans les années 70, il y a Milton Friedman qui arrive et il va faire il va apporter sa théorie de vers quoi l'organisation est-elle tournée. Il va parler des actionnaires. Il va dire que la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de nourrir son actionnaire. Alors c'est vrai qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit, certes, sauf que cette théorie, elle a eu un prix Nobel et que ça nourrit encore aujourd'hui les COMEX, les CODIR. Voilà, ça c'est encore une réalité dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de cultures. Et bah, clairement, c'est pas dans la tendance du moment. Heureusement, dans les années 80, on a Friedman, voilà, Friedman qui arrive et qui va nous parler de la théorie des parties prenantes. Il nous dit que pour lui, la responsabilité sociale des entreprises, c'est pas juste les actionnaires, c'est aussi les employés, les clients et les partenaires et sociétés. Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir tout cet écosystème-là et qu'on ne peut pas faire plaisir aux actionnaires si à un moment donné, on ne fait pas plaisir à nos salariés. En tout cas, pas plaisir, on ne met pas à des conditions de travail qui sont cohérentes. Donc ça, c'est intéressant de se poser cette question-là parce qu'on voit dans les grandes organisations, ce côté partie prenante versus actionnaire, il y a toujours une lame de fond qui vient, qui redescend, qui vient, qui redescend. On a les stratégies RH, d'attractivité RH, ok, c'est bien. Mais à côté, on a d'autres stratégies. Puis on va présenter que des KPI qui sont financiers. Donc il y a toujours un petit peu ce paradoxe qui est là et il faut réussir à le casser. Et honnêtement, faut prendre un gros truc, quoi. Ça va prendre du temps. Donc l'agilité, c'est un savant mélange en fait de toutes les théories humanistes. Donc ce qui est intéressant, c'est que on va prendre un peu de Lean, de TPS, on va prendre un petit peu d'école humaniste. C'est génial. Et il ne faut pas oublier que le contexte de l'agilité, c'est la production de logiciels. Donc à la base, on était plutôt sur l'industrie. Là, on est sur la tech. Donc c'est complètement différent. Mais on va quand même se nourrir de l'industrie. Donc là, l'idée, c'est quand même de délivrer des solutions adaptées aux clients. Donc on va se poser la question de comment. On va reprendre des concepts d'autonomie, de transversalité. Et là, on va ajouter un truc qui est la production itérative et incrémentale. Donc on va essayer progressivement de rajouter un petit peu de valeur, de travailler en MVP. J'insiste, le MVP, c'est pas juste un mot, hein, c'est un concept qui doit se travailler. Si vous avez de la production de valeur au bout de 6 mois, posez-vous la question de ce que vous travaillez vraiment sur des MVP. Moi, j'ai déjà vu des MVP qui étaient produits en 3 ans, voilà, dans le pire des cas. Voilà. Mais la limite de l'agilité aujourd'hui, et c'est un petit peu le carcan qu'on essaye de casser, c'est que c'est réduit quand même un peu à ce monde de la tech. Et que le monde étant de plus en plus décloisonné, que oui, c'est vrai dans la production digitale, mais pas que, en fait. Donc les apprentissages du passé. Le Fordisme et le Taylorisme, même si ça n'a plus vraiment de sens par rapport à nos valeurs aujourd'hui, par rapport à notre contexte, on se rend compte que il est toujours là. Ouais, on est là, c'est encore bien dominant, quoi. Le deuxième point, c'est que c'est pas parce qu'on a une théorie qui part bien qu'elle finit bien. Alors, faut savoir que le TPS, l'avantage, c'est que elle est redescendue sur des systèmes qui sont participatifs, mais il y a quand même une partie qui est restée en mode très autoritaire. Donc, il y a la méthode et il y a vraiment ce qu'on en fait, ce qu'on va en faire. Et ensuite, il faut vraiment se dire que les méthodes agiles, c'est ultra récent. Ça vient d'arriver sur le marché, en fait. C'est tout neuf. Ce qui nous impacte aujourd'hui, il y a des trucs, ça a plus de 100 ans, quoi. On est encore dans l'héritage de notre pensée. Il faut se dire qu'une théorie scientifique ne meurt qu'avec son dernier représentant. Donc imaginez parfois les paradoxes qu'on fait vivre dans les sociétés, juste parce qu'en fait, y a un mec, il a décidé qu'il allait rester, quoi. Il s'accroche.
Donc c'est vraiment important de se dire que on est tout plein de paradoxes dans les organisations. Et quand on se dit, on veut travailler en agilité, oui, là, on a un morceau d'agilité, là, on a un morceau de pas agilité, là, on a un morceau de super autoritarisme. Et en fait, il y a plein de systèmes qui vivent en parallèle, et c'est ça qui est compliqué. Donc il y a quelques changements de paradigme profonds. C'est vrai que la victoire du client, c'est venu dézinguer en fait pas mal de certitudes, même si on a du mal à le faire vivre concrètement au quotidien. La responsabilité sociale des entreprises, quand on voit la RSE par exemple aujourd'hui, qui est vraiment, on en parle beaucoup, mais la RSE c'est quoi? C'est comment on met un pansement sur un trou béant, parce que c'est quoi la stratégie dans une entreprise? On ne peut pas juste dire on a une stratégie RSE et on a une stratégie à côté. Si vous avez une stratégie RSE, elle est dans votre stratégie, sinon vous n'avez pas de stratégie RSE. Et le bien-être au travail, c'est quelque chose qui, quand même, dès les années 30, est pris en considération. Il faut savoir que le bien-être au travail, on n'a pas attendu les années 30 pour se poser la question. Il y a eu plein de systèmes paternalistes qui existent, il y a eu plein de reflets, en fait, justement, de chefs d'entreprise qui voulaient absolument donner des conditions de vie à leurs salariés qui étaient positives. Même le Fordisme, en fait, ils payaient leurs salariés, enfin leurs ouvriers, $5 par jour. C'était une révolution à l'époque. Donc il y a toujours cette question de recherche du bien-être au travail, plus ou moins importante. Mais aujourd'hui, avec les risques psychosociaux, quand même, on en parle beaucoup. Maintenant, quand on en parle beaucoup, est-ce que ça veut dire qu'on fait beaucoup? Comme la bienveillance. Le jour où on a sorti le concept de bienveillance au travail, c'était un peu limite quand même. Bref, moi ce que je vois aujourd'hui sur l'agilité. Le premier problème de l'agilité, c'est sa définition. Est-ce que quelqu'un ici peut me définir ce que c'est que l'agilité? Non? Il n'y a personne qui veut se lancer? Allez, un peu de courage là! Ouais? Je vais le définir comme un ensemble de pratiques et de méthodes pour faciliter la production et la livraison de logiciels, de solutions digitales. Je vais rester vague. Mais c'est une bonne définition. Être capable de s'adapter à des changements pendant la réalisation d'un produit. Excellent. Moi, c'est déjà pas mal. C'est bien, on a 2 exemples de définition, les 2 sont bonnes. Il n'y a pas de... Alors pourquoi? Déjà, agilité, c'est un nom commun. On n'a jamais eu une méthodologie avec un nom commun. Donc déjà, une personne qui n'a jamais eu de contact avec l'agilité ou les méthodes agiles, quand on lui parle d'agilité, il fait ça. Ouais, parce que lui, il voit quelqu'un qui est en capacité de faire du yoga, voilà, chien tête en bas sans problème, super. Donc, en fait, on a tous une idée inconsciente ou consciente de, oui, ça doit ressembler à peu près à ça, quoi. Oui, c'est de la souplesse, rapidité, oui, c'est agile, quoi. Donc déjà, le mec qui a inventé ce mot, il a pas simplifié le truc, quoi. Et en tout cas, il a voulu faire simple. Du coup, il a fait compliqué. Le deuxième point, c'est que sur l'agilité, en fait, tous les points de vue sont bons. Est-ce qu'on est sur une culture? Est-ce qu'on est sur un ensemble de bonnes pratiques? Est-ce qu'on est sur des frameworks? Ou un savant mélange de tout ça? Donc en fait, il n'y a pas réellement de définition, c'est juste un système d'organisation. Maintenant, qu'est-ce qui permet d'obtenir? Comment est-ce qu'on le met en place? Il y a pas. Vous avez beau lire tous les bouquins sur l'agilité, ils vont tous vous dire qu'ils ont raison, mais ils ont tous tort en même temps, quoi. Donc c'est très complexe. Donc pour moi, la bonne nouvelle, c'est que dans l'agilité, en fait, chaque organisation doit trouver sa vérité. C'est-à-dire que chaque organisation est différente. Elle a des besoins différents, elle a des contextes différents, des collaborateurs différents, une culture. Donc il faut absolument que cette agilité, elle soit le reflet de ce besoin, de cette culture. Et donc, l'agilité doit être définie selon la boîte dans laquelle on bosse. Et donc avoir ses principes par rapport à notre besoin. Parce que si on essaye de définir l'agilité, c'est comme si on essayait de définir le vivant. Voilà, l'agilité, ça ne s'arrête jamais d'évoluer avec les organisations. C'est un chemin, c'est une manière de procéder. On est quand même sur des théories d'amélioration continue, d'évolution constante. Donc si on cherche l'évolution constante et qu'on met l'agilité dans une boîte, ça ne marche pas trop.
Donc c'est vraiment important, et je pense que c'est là aussi où il y a pas mal de boîtes qui se plantent sur l'agilité en se disant allez, ça y est, agile. Ok, mais comment? Donc c'est bien de vraiment se dire qu'est-ce qu'on cherche à obtenir avec l'agilité, et d'accepter que parfois les réponses des équipes sont pas toutes les mêmes, et c'est ok. Parce que vous avez pas tous les mêmes réalités. Il y a des équipes qui sont transverses, qui vont être beaucoup en centre de service interne. Il y a des équipes qui vont être cœur, business. Il y en a qui doivent faire de la prod super rapide, d'autres qui bossent sur des vieux systèmes, donc c'est beaucoup plus long. Enfin, il faut vraiment s'adapter. Donc, quelque part, pour moi, si agile n'est pas agile, alors c'est pas agile. Donc, agile doit rester agile. Donc, il faut peut-être pas enfermer agile. Il y a toujours une question des frameworks. Alors les frameworks, bien, pas bien. Moi, je dis que c'est plutôt le reflet de quelque chose qui pourrait aller mieux. C'est-à-dire que quand on met en place un framework, quand on sort un framework, on se dit il y a une appétence à répondre à ces problématiques-là. Bon, Safe répond à tout, certes. Voilà, même comment lasser mes chaussures, je pense que c'est Safe 7. Mais globalement, le framework, si on sort un framework, ça veut dire qu'il y a une appétence à travailler sur des sujets en particulier, ou en tout cas à trouver des réponses, des solutions à des problèmes concrets. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un problème, on l'a identifié, on veut essayer d'y répondre. Et donc le framework, il donne un peu des grandes lignes, ou en tout cas des pratiques qui permettent de répondre à ce problème-là. Donc beaucoup d'entreprises en fait utilisent les frameworks parce que c'est simple, on comprend, en tout cas c'est faussement simple, parce que les frameworks ils sont utilisés par qui? Par des êtres humains, donc voilà, c'est toujours compliqué, complexe. Donc ces frameworks ils sont bien dans le sens où ils vont donner des guidelines, ils vont permettre aux boîtes de tester, de savoir ce qui marche, de savoir ce qui marche pas et de réadapter. Donc en fait c'est un peu un starter. Mais il faut que ça s'arrête au starter en fait. Le pire, c'est quand on essaye de faire vivre un framework et qu'on l'utilise pendant 15 ans et qu'on se dit mais finalement c'était peut-être pas une bonne idée. Donc l'idée c'est vraiment de se dire d'apprendre vite, un petit peu comme ce matin à la conférence de Yad, ce qui était super, c'est on teste, on se plante, on réitère, on change, on améliore. Et en fait le framework c'est juste votre base. Et ensuite, éclatez-vous, parce que de toute façon votre contexte il va évoluer. Petit rappel, on peut faire de l'agile sans être agile. Ça veut dire qu'on peut mettre tous les frameworks du monde, mais un framework, ça reste des processus. Donc le processus, c'est pas très très agile dans l'esprit. Et on peut être agile sans faire d'agile. Donc on peut tout à fait avoir le mindset, cette culture d'amélioration continue, d'évolution, sans forcément avoir cherché à l'avoir. Parce qu'en fait, l'agilité, quand on regarde des enfants, moi j'ai 2 enfants en bas âge, ils sont très agiles. Et pourtant, je leur ai jamais donné le manifeste à manger. On est naturellement agile, en fait. Faut pas oublier que l'école, que la manière dont on apprend les choses, dans la manière dont on évolue dans notre société, c'est très codifié. En fait, c'est notre adaptation qui n'est plus agile à la société. Donc, mais la société est agile, elle réagit aux faits, à tout. Enfin voilà, voilà. Même Donald Trump dans ses décisions, il est très agile. Un matin, il pense A, l'autre matin, il pense B. Voilà. Après, bien, pas bien. Donc, finalement, on s'est dit que tous les points de vue étaient bons, mais bizarrement, il y a certaines personnes, quand on leur pose la question de ce que c'est que l'agilité, ils sont quand même vachement à côté. Donc, je me suis posé la question des métiers. Vous les connaissez, ces gens qui vivent, voilà, et qui vont vous dire « Ouais, il me faudrait ça pour hier matin, machin. Mais t'as pas délivré ça déjà Pourtant, ça fait 3 mois qu'on en parle. » Donc, si on devait leur demander de résumer ce que c'est que l'agile, pour moi, c'est le FTTS, le faire tout de suite. Donc ça, par exemple, c'est un truc à déconstruire sur l'agilité. L'agilité, c'est jamais faire tout de suite. L'agilité, c'est faire moins pour faire mieux. Donc, ça veut dire qu'il faut prioriser, choisir. Et donc, voilà, il y a toujours... Alors, on me dit, oui, mais les métiers, il faudrait les former. Surtout pas. La formation, c'est quand même un truc top-down. Allez, mange ce que j'ai à te donner. Et puis, tu vas voir, tu vas finir par aimer à force d'en manger. Faut parler avec eux. Voilà, le premier agent du changement, c'est vous, en fait. C'est comment est-ce que vous allez les embarquer dans cette aventure, les inclure dans vos rituels, leur faire vivre, en fait, ce que c'est que l'agilité pour votre équipe. Deuxième point, le C-level. Le TDD, le truc de dev. Voilà, ça c'est bien l'agilité, mais c'est pas pour moi. De toute façon, là j'ai une réunion, donc voilà. Mais c'est un peu ça, c'est se dire oui, l'agilité c'est bien sur le papier, mais bon, ça nous correspond pas. Mais en fait, si.
L'agilité correspond à tout le monde. C'est juste que ça s'adapte et il faut aller chercher un petit peu de réflexion. Et c'est là où on se dit, quand dans une organisation, on fait de l'agile au niveau opérationnel, mais là-dessus, en haut, ils font autre chose, c'est pas bien parti. C'est pas bien parti parce que comme c'est un mindset, comme c'est une culture, vous allez être probablement en train de mettre en place plein de process. Super. Des process agiles. En plus, les process agiles, quand on regarde Scrum, c'est génial. On a notre agenda, il est prévu pendant 3 ans. C'est cool. On sait quelle réunion on va faire quand. C'est génial. Mais est-ce que vous allez produire de la valeur? Est-ce que vous avez déjà produit de la valeur dans une réunion? Sur un malentendu, ça peut passer, c'est vrai. Faut pas l'oublier, celui-ci. Oublie que t'as aucune chance. Bref, donc, Agile, c'est un système vivant, c'est super, donc il faut vraiment accepter son évolution. Et il ne faut pas attendre d'avoir plein de problèmes, plein de trucs qui clignotent au rouge pour se dire « Ah, il faudrait peut-être évoluer ». Donc définir l'agilité, c'est bien, mais en fonction de soi-même, en fonction de son organisation, de ses besoins. Et arrêter de débattre sur ce que c'est que la bonne ou la mauvaise agilité, parce que ça, clairement, les coachs agiles, on passe un peu pour des... concrètement, on donne le signal de « Non, mais l'agilité, c'est un truc qui fonctionne pas, ils sont même pas d'accord entre eux ». Voilà, si on veut que l'agilité prenne un peu plus au niveau des C-level, au niveau global des organisations, il faut qu'on soit un peu plus sûr de nous. Et accepter justement cette marge d'erreur. Problème numéro 2. Donc ça, j'en ai un peu parlé, mais l'agile, c'est maintenant, mais pas pour moi. Donc voilà, on sait que dans les organisations, on fait vivre plein de systèmes. Si on est plutôt dans l'industrie, on va plutôt vivre sur des systèmes lean. De temps en temps, il y a un petit peu d'agilité qui arrive. Dans le digital, on est encore en train de se poser, est-ce qu'on est en agile ou en gestion de projet? Voilà. Alors, on peut faire vivre les deux. En même temps, c'est pas antinomique. L'agilité ne répond pas à tout non plus. La gestion de projet, pour certains trucs, c'est très efficace. Et puis, on voit que dans l'organisation, chaque domaine a sa propre culture, ses manières de faire. Alors, c'est très bien, mais ça a aussi un peu ses limites. Parce que du coup, c'est comme si on avait Emeline, là, qui fait du sport un peu le dimanche, qui nous dit qu'elle a entraîné que son pied gauche, parce qu'elle n'avait pas le temps de faire le reste. On peut pas juste être agile du pied gauche. Quand on est agile, soit on est agile, soit on l'est pas en fait. Et donc pour aller chercher une vraie agilité, il faut que votre métier soit agile. Et il faut que les personnes qui soient aussi en finance, parce que moi les budgets, mais le budget est-il agile quoi? Enfin, c'est des fois les règles. Alors il y a des trucs légaux, on n'a pas le choix, certes. Mais il y a aussi une marge de manœuvre, quoi. Comment est-ce qu'on essaye d'aller chercher cette pensée de l'évolutif, on n'est pas obligé d'avoir une roadmap à 3 ans pour dire qu'on produit de la valeur. D'ailleurs, de toute façon, vous la respecterez pas, vous serez en retard. Voilà, spoiler alerte. Donc, c'est important de se dire comment est-ce qu'on essaye de repenser l'agilité au niveau de l'organisation et pas seulement au niveau de mon équipe. Parce que si en haut ils sont pas agiles, vous allez toujours avoir le truc qui va vous tomber dessus. Et ça, concrètement, juste dire nous on est en agile, vous allez juste prioriser sur la priorisation. Et donc ça, c'est pas prioriser. Puisque prioriser, c'est déprioriser. Ou accepter qu'on ne peut pas tout faire. Alors, problème numéro 3. Agile versus l'arrache. Alors, moi, dans mes OKR, donc l'OKR, c'est quoi? C'est avoir une stratégie et traduire cette stratégie en objectifs concrets, mesurables, pilotables. Ok, super. Quand je pose la question, est-ce que vous avez une stratégie? Ah ouais, on a une stratégie. Ok, je peux l'avoir? Et dans 40% des cas, je peux pas l'avoir parce que oui, elle existe, mais quelque part sur un drive partagé, on a oublié. Enfin voilà, un morceau de dev sur une appli que finalement on va laisser tomber parce qu'on passe à autre chose et que machin. Et donc en fait, on épuise nos équipes parce qu'il n'y a aucun sentiment d'accomplissement, il n'y a aucune motivation à se lever puisque de toute façon on va nous demander autre chose demain matin. Donc voilà, c'est horrible. Et quand on a un semblant de stratégie ou de direction, bon an mal an, même si c'est pas ultra linéaire, on essaye de s'en rapprocher. Et quand on parle d'incrémental, d'itératif, il y a quand même à un moment donné, si on est en train de dessiner un mammouth, faut qu'à la fin ça ressemble un peu à un mammouth, quoi. Donc faut savoir vers quoi on tend. Et ça, en général, on se perd un peu. Le product vient remettre un peu cette question de stratégie, de à quoi on répond, mais c'est pas toujours très clair. Donc à savoir que quand on n'a pas de stratégie ou quand on a une stratégie, les équipes mettent à peu près autant d'énergie. Mais c'est juste que le résultat, soit on n'a pas de résultat, soit on commence à avoir des résultats.
Donc une stratégie, c'est un fil rouge qui nous permet de dire que ça c'est bien, ça c'est prioritaire et ça l'est pas. Si votre stratégie elle vous permet pas de prioriser, c'est que vous n'avez pas de stratégie. Il n'y a pas une manière de définir une stratégie, 150 000 manières de faire. Donc voilà, après, faut juste se dire, est-ce qu'on sait où on va? Et si vous savez répondre à cette question en tant qu'équipe ou en tant qu'organisation, alors ça va. Si vous ne savez pas, peut-être qu'il faudrait se poser un petit peu et se poser la question de vers quoi on tend, à quoi on répond. C'est quoi la question à laquelle on veut répondre là? Donc Richard Hummelt, en fait, c'est un professeur, hein, UCLA, super. Il nous dit qu'en fait, dans les grandes organisations, la plupart du temps, il n'y a pas de stratégie. Pourquoi? Parce que il y a plein de grands projets. Il y a plein de choses et en fait, ils s'éparpillent. Ils ont tendance à éparpiller le focus en fait sur plein de sujets importants. Ça, c'est un cas typique. Hein. Il y a des boîtes. Ça, c'est nos objectifs stratégiques. 12 objectifs. Mais est-ce que quelqu'un sait retenir 12 objectifs? Moi, personnellement, j'en suis incapable. Hein. J'ai une mémoire de poisson rouge. Déjà, quand je lis 3 phrases, j'ai du mal à les retenir. Alors, 12, c'est même pas la peine. Donc, déjà, en tant qu'organisation, ce qui est important de se poser la question, c'est quoi la question? C'est quoi le sujet? Voilà. Bon, il peut y en avoir jusque 3, mais en tout cas, il ne faut pas dépasser ce nombre-là, parce que sinon, on est tous au four et au moulin, et tout reste important. Pire, donc on a Michael Porter qui nous dit qu'une stratégie, c'est une stratégie par boîte. C'est pas la stratégie marketing, la stratégie finance, la stratégie client, la stratégie je sais pas quoi. Il n'y a pas 150 stratégies dans une organisation, il ne peut y en avoir qu'une. S'il y en a plusieurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie. Donc c'est pas pour rien que dans le vocabulaire, on parle souvent de stratégie, tactique, opération. Bizarrement, la tactique, on l'oublie tout le temps comme si c'était un truc qui était un peu moyen. Alors je sais bien que les VP, ils aimeraient bien tous être responsables de la strat. Mais à un moment donné, tactique, c'est noble aussi. Dire qu'il y a une tactique, ça veut dire qu'on répond à une stratégie par rapport à notre cœur de métier. Et ça, il faut remettre cette notion de tactique, parce que sinon, il y a un tel qui va dire « Ouais, mais ça, c'est stratégique. Ouais, mais moi aussi, c'est super stratégique. Ah, et puis, moi, c'est stratégique. » Donc, tout le monde est autour de la table et personne n'est capable de s'aligner parce que tous les sujets sont stratégiques. Donc, non, il n'y a qu'une seule stratégie dans une boîte. C'est tout. Donc ça, c'est l'exemple typique d'une boîte qui a plusieurs stratégies. Donc chacun va regarder dans son coin et donc va être en concurrence. On met les gens en concurrence dans les organisations. Pourquoi? Parce que moi, je vais atteindre mes objectifs. En plus, j'ai envie d'avoir ma prime, donc ce serait mieux. Oui, mais moi, j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Dans une des boîtes que j'ai accompagnées, on s'est rendu compte en définissant les OKR tactiques qu'en fait, s'il y avait un manager qui atteignait ses objectifs, c'était au détriment de l'autre. Mais du coup, si au CODIR, ils sont déjà pas alignés entre eux, comment vous voulez que les équipes entre elles s'alignent? Donc, shit in, shit out hein, dans une chaîne de prod. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, allez, on en a une, puis chacun, on va essayer de réfléchir à comment on va travailler, chacun, et ensemble aussi. Parce qu'à un moment donné, moi, je peux faire ça, oui, mais moi, ça va à l'encontre de ce que je fais. Donc, il y a toujours ce côté de ralliement, de savoir à quoi on répond, et surtout, comment on se coordonne pour y arriver. Vous avez déjà vécu ça un peu ou... Ouais, un petit peu. Donc il y a BCG et McKinsey qui se sont pas concernés, qui ont fait à peu près la même étude sur le taux de succès, en tout cas ce qui en est ressorti c'est le taux de succès ou en tout cas d'échec des transformations, surtout dans le digital. Et apparemment 70% des stratégies, en tout cas des transfos dans le digital, n'atteindraient pas leurs objectifs. C'est énorme. Je vais pas vous expliquer pourquoi, mais je vais vous donner 3 pistes de solutions. Premier point, transgresser les règles. Il faut arrêter de croire que les solutions d'hier sont les solutions d'aujourd'hui. Si on veut changer vraiment la donne, il faut aller chercher un peu des désobéissance civile, aller chercher des nouvelles manières de faire. Et si on veut se transformer, il faut accepter que déjà nous, on se transforme dans notre manière d'agir. Deuxième point, accepter de perdre pour gagner. Super important. Moi, j'ai plein de boîtes qui me disent « Ouais, mais nous, la culture de l'échec, on n'aime pas ça. » Vous n'allez jamais avancer, en fait. Parce que c'est dans l'échec qu'on apprend. C'est parce qu'on se plante qu'on sait que ça marche pas ou qu'il faut le faire différemment. Si on ne fait pas d'échec, c'est super. On n'aura toujours que des mi-victoires. Ou en tout cas, une Titanic, quoi. À un moment donné, on va se prendre un truc. Troisième point, transformer avec les salariés. Et ça, dans l'agilité, c'est vraiment important. On ne peut pas juste dire on transforme que les managers, on transforme que les devs, on transforme que la finance. Non, il faut transformer tout le monde. Et pour transformer tout le monde, il faut avoir un projet. Il faut savoir vers quoi on tend. Parce que quand on sait vers quoi on tend, on sait ce qu'il faut changer en fait.
on comprend. Si on ne sait pas vers quoi on tend, on va changer des trucs à droite à gauche, mais en fait on va mettre que des petits pansements sur des plaies béantes. Donc c'est vraiment comment on se pose les bonnes questions avec les salariés. Donc l'agilité, finalement, il faut le voir comme gravir une montagne en équipe. Gravir une montagne, on n'a pas forcément tout cartographié, mais on sait qu'on va à peu près par là. Donc c'est pas du tout la dame qui est très très agile, d'ailleurs, elle nous fait un super grand écart, mais ça, c'est le grand écart, c'est pas de l'agilité. Le grand écart, c'est c'est la théorie des pompiers. C'est on essaye d'être là, et puis d'être là, mais en fait, c'est pas ce qu'on attend de l'agilité. Ce qu'on attend de l'agilité, c'est d'atteindre quelque chose. Et pour atteindre quelque chose, il faut savoir ce qu'on veut atteindre. Donc pour moi, les 3 grands problèmes de l'agilité aujourd'hui, et c'est que mon interprétation, ça ne veut pas dire que c'est... voilà, je n'ai pas encore écrit d'évangile, c'est le débat autour de la définition. Franchement, c'est contre-productif. Ça ne sert à rien de définir un truc vivant. De toute façon, chacun a le droit d'avoir sa propre interprétation. Le deuxième point, c'est le cloisonnement au digital. En fait, c'est délétère parce que du coup, on crée un vocabulaire, on crée en fait entre nous des frontières qui font qu'on n'arrive plus à communiquer. Là, il faut justement s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à leurs pratiques, et puis peut-être qu'ils vont aussi nous apprendre des choses. Et le troisième point, c'est le manque de stratégie et de focus. Si on ne sait pas où on va, l'agilité n'a pas de sens. On va tourner en rond, on va faire des trucs, mais ça ne va pas nous apporter de valeur. Mais il y a des bonnes nouvelles. Tendance de fond, l'agilité à l'échelle. Alors l'agilité à l'échelle, c'est pas forcément une bonne nouvelle d'un point de vue process, par contre c'est une bonne nouvelle d'un point de vue alignement. Ça veut dire qu'on essaye de trouver des solutions pour que les équipes elles travaillent ensemble. Est-ce qu'il faut utiliser les frameworks à l'échelle ? Mon conseil serait plutôt non. Par contre, se dire comment est-ce qu'on essaye de poser en fait une communication saine entre les équipes. Agilité organisationnelle, on a pas mal de systèmes aussi qui sont sortis, alors plus ou moins âgés. Le Lacratie, si on fait partie, je l'ai pas mis, mais il y a pas mal de systèmes qui existent et qui commencent à se poser la question de ok, l'agilité d'équipe c'est bien, mais à l'échelle de l'organisation, qu'est-ce que ça donne ? Il y a des coachs aussi agiles, des coachs organisationnels qui existent. Enfin voilà, il y a pas mal de systèmes comme ça. Puis il y a l'agilité stratégique. On commence à se dire aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir une stratégie à 10 ans. Avec tous les projets alignés, on commence à se poser la question de comment est-ce qu'on agilise aussi notre stratégie. Parce que si la stratégie elle n'est pas agile, comment on peut avoir un delivery agile autour ? Donc il y a des systèmes type OKR, 4DX qui apparaissent. 4DX c'est un peu plus loin que les OKR, c'est encore l'étape d'après. Si ça vous intéresse, c'est pas mal. Voilà. C'est donc l'agilité à l'échelle vient chercher la transversalité, l'agilité organisationnelle commence à poser la cohérence de l'agilité, et la troisième, c'est l'alignement. Comment est-ce qu'on s'aligne tous derrière cette volonté organisationnelle ? C'est pas tout, on parle aussi de leader. Le manager, en fait, il n'a pas bonne presse aujourd'hui. Le manager process, voilà. On cherche des leaders, on cherche des personnes qui sont en capacité d'aider l'auto-organisation des équipes, de les soutenir, de les faire évoluer, voilà, de soutenir l'employabilité de ses salariés. Ça, c'est des choses qu'on cherche à des leaders, ils donnent du sens, en fait. Parce que donner du travail, c'est facile. Mais donner du sens au travail, là, c'est un truc, c'est l'étape du dessus. Le deuxième point, alors je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, mais le fait qu'on mette sur le devant de la scène les risques psychosociaux, ça oblige aussi à se dire qu'est-ce qu'on fait mal, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là ? Dans les risques psychosociaux, bien sûr, l'agilité parfois en fait partie, parce que justement, quand on n'a pas de destination, les équipes, elles s'engluent. Donc c'est de se dire comment est-ce qu'on crée en fait un avenir du travail qui soit sain pour chacun. Et le troisième point, c'est toutes les nouvelles générations qui arrivent, qui elles viennent péter les règles du travail. Elles s'en foutent, elles n'ont pas besoin de travailler déjà. Elles veulent de la mobilité, elles veulent avoir du sens, elles veulent avoir de l'impact. Un dev qui va nous dire non mais moi je suis juste là pour pisser des lignes de code, eux ils le diront pas. Eux ça les intéresse pas du tout. Donc c'est super intéressant aussi de voir que ils viennent changer les règles, ne serait-ce que parce que on a besoin de gens qui travaillent, qu'on a tous les boomers qui vont partir à la retraite, c'est super, mais du coup on va faire comment ? Donc le manager et le leader nous dit que en fait on recherche du sens et du focus dans les équipes, et ça c'est quelque chose d'assez récent finalement. Les risques psychosociaux, oui, du sens, mais aussi de l'équilibre.
on cherche aussi à avoir quelque chose d'apaisé pour tout le monde. Et le troisième point, mobilité, flexibilité, valeur, collaboration. Voilà, c'est 4 grands points qui sont au cœur de leurs attentes. Donc ça tombe plutôt bien tout ça, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la place de la technologie dans nos vies, c'est exponentiel, quoi. Avec l'arrivée en plus de l'intelligence artificielle, alors là, on pète tout. On a les GAFAM, hein, les Natou, il y a les Batix aussi. Voilà, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les grands géants de la tech, en fait, ils sont partout, ils verrouillent un peu tout. Mais dans les organisations traditionnelles, il faut aussi avoir en tête que le pouvoir, en fait, se renverse aussi. Quand on regarde le rapport du métier avec le digital, le métier avait toujours un peu ce côté col blanc et les devs un peu plutôt col bleu. Eh ben, ça se renverse un petit peu parce qu'en fait, même les boîtes traditionnelles qui ont un cœur de métier complètement différent ont besoin de la tech aujourd'hui. On ne peut plus vivre sans. Et au-delà de ça, on ne peut plus être mauvais. On est obligé de devenir excellent dans le domaine. Donc pour ceux qui vivent dans un bunker, place de la tech, exemple béant de ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est vraiment... alors ça peut faire flipper. Bon, après, à savoir que Musk est en train de perdre une grosse partie de la valeur de Tesla. Mais attention, c'est la tendance du moment. Est-ce que ce sera la tendance demain? C'est imprévisible. Donc voilà, agilité, début de la fin, fin du début. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'on est... Oui. Dans l'agilité, là, tu parlais du numérique. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu penses des autres branches de l'agilité, comme Agile Finance, Agile RH, Agile Marketing, qui sont d'autres branches de l'agilité? Il y a quelques jours, j'ai discuté avec un coach Agile RH et qui me disait, vous, les coachs Agile IT, en fait, il y a une sorte de mépris total. On a l'impression qu'on n'existe pas pour vous. Et donc, est-ce que pour toi, ce sont des branches qui marquent aussi peut-être pas le début de quelque chose, parce que ça existe déjà depuis longtemps, mais peut-être une évolution sur là où il faudrait aussi tendre, nous, nos expertises? Je pense que c'est une bonne idée, dans le sens où ça commence à venir, mais on en revient au Fordisme, au Taylorisme, on redécoupe tout, on respécifie tout pour s'assurer que chacun reste bien dans sa case. Et pour moi, Alors, c'est pas que chacun reste dans sa case, c'est que le manifeste de développement logiciel, de développement agile de logiciel est une implémentation IT de quelque chose qui existait dans la manufacture dans les années 90. Donc, en fait, on a déjà, nous, découpé dans l'IT. On a adapté un truc qui existait déjà pour dire ça sera pour l'IT. Du coup, les autres branches ont fait la même chose parce que les problématiques marketing ne sont pas les mêmes problématiques que l'IT parce qu'ils font pas de développement logiciel, ils font autre chose. Notamment, par exemple, dans le manifeste marketing, c'est beaucoup du data-driven. Côté RH, ça va être beaucoup sur l'implication et sur l'émancipation des gens. Donc voilà, ils ont aussi des choses qui correspondent. Voilà, ils ont adapté le truc aussi pour correspondre à leur métier. Mais il y a une sorte de... ce qu'ils ont l'impression, eux, c'est que nous, en fait, on ne s'adresse pas à eux. L'agility ne s'adresse pas aux autres. On reste entre nous. Et en fait, c'est nous qui nous cloisonnons nous-mêmes. Oui, en partie, je pense qu'en partie, c'est totalement vrai. Moi, je trouve ça dommage parce que, justement, au lieu de faire vivre une discussion, non, moi, je suis dans mon truc, je suis dans mon couloir de nage, c'est super. Mais je pense que ça dénote quand même, comme tu dis, c'est une note de fond. Il y a quand même des questionnements qui se font. Après, sur l'application réelle dans les entreprises, moi, personnellement, j'en ai pas vu l'impact aujourd'hui de ce genre de pratique, agilité RH, agilité finance. Je pense que ça va venir, mais on est vraiment encore aux prémices. Donc je pense qu'on est en train de se chercher, mais l'idée, c'est que c'est bien, parce que ça veut dire que ça révèle qu'il y a un besoin, il y a une possibilité, il y a un champ des possibles qui est là, mais je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. Vous connaissez les étapes du changement, qui sont à peu près celles du deuil, hein. Voilà. Je pense que selon là où on se trouve, on n'est pas du tout au même endroit individuellement. Même les organisations, on a toutes et tous un peu des phases, un peu. Je pense qu'il y a un peu une forme de dépression. J'ai l'impression de. Alors la dépréciation.
On est quand même sur une phase de dépression aujourd'hui parce qu'en fait, on avait beaucoup d'espoir derrière l'agilité et en fait, on commence à se rendre compte que on est un peu cloisonné, on a un peu de mal à se faire voir et qu'on a vraiment besoin de plus et de changer certaines choses pour avancer. Mais il y a des personnes qui sont déjà très très loin, il y en a qui sont vraiment encore... je pense que le top management aujourd'hui est à peu près là entre la colère et la négociation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que quelque part, il y a quand même une évolution qui est en train de se faire. Mais on n'est pas au même stade et il faut accepter le temps. Les émotions, elles ont un rôle important dans les transformations. Faut pas oublier que les systèmes organisationnels, quand ils ont plus de 100 ans, ils sont même pas encore tout à fait compris encore aujourd'hui. Donc pour que ça rentre vraiment dans l'inconscient, dans le conscient et dans la normalité, en fait, il faut accepter qu'il y ait du temps, déjà. Donc, par rapport à sa création, en fait, pour moi, Agile est plutôt en crise d'adolescence. On est en train de se tailler un petit peu en pièces pour savoir ce que sera demain, comment on sera et autres. Donc, on est encore en phase de construction et que je pense que ce qui est à venir sera forcément meilleur. Donc on est bien à la fin du début pour moi. On a fait un essai en fait, on a fait un super essai. Mais là maintenant, va falloir qu'on marque quoi. Et pour marquer, il faut accepter de laisser passer plein d'autres choses. Il faut dédramatiser, accepter qu'on s'est planté en fait, tout simplement. Plus sérieusement, alors cette conf, elle a été faite pour le PIAF 2025. Le thème du PIAF, c'était repenser l'agilité pour un monde durable. Ça, c'est assez intéressant. Moi, dans cet esprit, je propose plutôt de se mettre ensemble pour défendre en fait l'agilité pour un travail durable. Parce qu'on a besoin d'avoir du sens dans notre travail. On a besoin d'aller chercher le partage, la production collaborative. Et ça, l'agilité apporte réellement des solutions concrètes pour ça. Et c'est fini pour moi. Alors si vous allez sur le QR code, je devais faire une toute autre conf, donc faites pas attention au titre. Voilà, je voulais vous prendre pour des hamsters en fait, et puis finalement j'ai changé d'avis. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, moi, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à transgresser certaines règles, surtout sur la partie de l'échec. Est-ce que c'est pas aussi la faute culturellement, surtout en France et en Occident, qu'on ne cultive pas justement ce côté échec pour mieux rebondir et qu'il ne faut pas dire j'ai pas échoué, il faut rien dire, alors que dans les mentalités anglo-saxonnes, justement, si on a échoué, on peut rebondir. Mais c'est même pire que ça. Si on a échoué dans les mentalités anglo-saxonnes, ça veut dire qu'on a appris. Voilà. Je pense qu'il y a un aspect culturel, mais je pense que cet aspect culturel, il est très individuel en fait. C'est déjà soi avec soi-même. Alors je sais qu'en France, on aime bien les notes, les points rouges, les points verts. On nous a inculqué le bien faire, sauf que pour bien faire, parfois, il faut passer par d'autres étapes. D'ailleurs, il n'y a rien de pire que d'avoir une bonne note et de ne pas savoir pourquoi. Parce que là, on est clairement dans un truc où on ne sait pas ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe, hein. On ne sait pas trop pourquoi nos outils fonctionnent. C'est pour ça qu'on a du mal avec le changement. Quoi changer alors qu'on ne sait pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, moi, je pense que oui, il y a cette partie culturelle qui est complexe, mais il y a aussi cette partie authenticité et être en capacité de communiquer réellement les choses. Et je pense qu'il y a une langue de bois qui s'est instaurée. Il y a ce côté, il faut être bon partout, voilà. Mais en fait, personne n'est jamais bon partout. Et je pense que ça, c'est un peu un deuil collectif et individuel à faire. Et une fois qu'on l'a fait, en fait, c'est cool. Hein. En fait, c'est cool parce que quand on se plante, on se dit ouais, c'est relou, mais je sais que je vais en tirer quelque chose. Moi, je sais que par exemple, les missions les plus complexes, les plus difficiles, les plus humainement épuisantes, c'est celles qui m'ont le plus apporté. Parce que je sais maintenant comment réagir, je sais ne plus quoi faire, je sais, voilà. Et si on se plante pas, on grandit pas, quoi. Donc et c'est vrai qu'il y a un gros point culturel à faire. Mais je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière la culture et de se dire être droit aussi quand on dit quand on se plante et que quand on se plante quelque part, on a aussi du succès ailleurs. Donc se planter, c'est pas annihiler tout le succès qu'il y a à côté.
Et dans les OKR, par exemple, quand on met des KR, on se dit ouais, mais on n'a pas atteint notre KR. Ouais, mais vous avez atteint plein d'autres trucs. Et donc c'est ça aussi qui est important de mettre en lumière. C'est l'échec, c'est jamais que un échec. Enfin pour moi quoi. C'est plutôt une réflexion qu'une question. C'est rapprocher deux de tes présentations. La première où on avait sur la durée les différentes méthodes de management. Et puis sur la fin, quand tu parlais des nouvelles générations qui vont pas avoir les mêmes attentes. Et ma réflexion, c'est de se dire comment on peut réfléchir. Parce qu'à l'époque, quand on était sur le Fordisme ou le Taylorisme, c'était bien. Les gens, ils changeaient pas beaucoup de mentalité. Donc ce qu'on décidait comme façon de travailler, ça allait pouvoir perdurer pendant des années et des années. Maintenant, ce qu'on est en train de réfléchir sur la mise en place du travail, des méthodes et tout ça, est-ce que ça va être adapté à les nouvelles générations qui veulent plus faire ça, qui veulent faire ça, etc. Eh ben, en fait, j'ai pas de réponse à ça. Non, alors, en fait, j'avais écouté un sociologue, alors français, je sais plus du tout son nom, je suis désolée, mais en fait, il parlait du délitement social. Pourquoi aujourd'hui il y a une forme de délitement social? Parce qu'en fait, à une époque, le point de ralliement, c'était le PMU de quartier, que tout le monde avait les mêmes informations. Il y avait 3 chaînes à la télé, en gros. On avait tous le même degré d'information et donc on avait le même degré d'incertitude. C'est important ce degré d'incertitude parce qu'on partageait les mêmes questions, les mêmes questionnements. Aujourd'hui, l'information elle est accessible, on fait tous notre chemin, on apprend tous des choses complètement différentes, donc on ne partage pas les mêmes zones d'incertitude. Donc je pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est déjà avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'aujourd'hui, on veut trop avoir un discours binaire, tranchant, alors qu'en fait, il faut faire vivre la divergence et accepter que il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est juste un angle sur un sujet, mais il y a plein d'autres vérités qui vivent en parallèle. C'est pareil pour les théories du changement. On sait qu'il n'y a pas une typologie de personnes claire, nette et précise. Voilà, il y a 150 000 manières de faire. Et surtout la co-construction. Si on arrive à co-construire un minima avec les personnes qui sont concernées, si on co-construit, ça veut dire qu'on fait évoluer ensemble aussi. Donc je pense que c'est là qu'on arrivera à trouver les systèmes les plus performants. Spotify, on en a beaucoup entendu parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé leur propre système. Alors est-ce que ça a été bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que c'était durable? Pas forcément. Mais en tout cas, sur un certain temps, ça leur a duré, ça leur a apporté de la valeur parce qu'ils ont co-construit leur propre framework et en tout cas, ils ont fait vivre leur propre culture comme ils l'entendaient. Donc je pense que déjà la concertation, c'est un premier pas. Après, attention, la concertation, ça ne veut pas dire qu'on met 150 000 personnes autour de la table pour définir ce qu'on va faire, mais c'est un premier pas vers quelque chose de plus équilibré, en fait. Et accepter qu'on n'ait pas les mêmes questionnements. Parce que souvent, on a ce côté, non mais un tel, il a posé telle question, il a même pas lu le manifeste agile. Oui, mais il a une autre culture, il peut apporter d'autres choses. Et en fait, tout le monde apporte. Et surtout, écouter ceux qui ne s'expriment jamais. Parce que ceux qui s'expriment pas, ils pensent tout autant que nous. Enfin, en tout cas, que moi, je parle beaucoup. Mais ils prennent plus le temps de penser que moi, donc quand ils s'expriment mieux. Ça peut être du one-to-one, des entretiens individuels. On n'est pas obligé de s'exprimer en public pour donner des choses simples. Après, on peut se faire porte-parole aussi des idées de ces personnes qui, justement, ne souhaitent pas être au devant de la scène. Il y a beaucoup de choses. Il faut pas, par contre, il ne faut pas les mettre là et leur dire « Vas-y, exprime-toi ». Non, là, ça ne marche pas. Donc, il faut s'adapter à eux, en fait. C'est pas simple. Mais en matière de management avec les nouvelles générations, par exemple, il faut beaucoup regarder ce qui se passe dans les communautés de jeux en ligne. Souvent, il y a des gros projets. En fait, ils ont une stratégie, donc ils sont tous alignés sur un but commun, un cadre assez léger, une charte assez légère, et après, ils sont autonomes. Et ils arrivent à produire des trucs de fous furieux, parce que justement, il n'y a pas ce côté hiérarchique très cloisonné, on te dit quoi faire. Et en fait, c'est ça aussi qu'il est. Dès qu'on leur dit quoi faire, ils sont souvent en opposition
Donc en fait, il faut alléger ça et regarder vraiment sur ce qui se passe. Là, il y a j'ai vu des projets de Minecraft où ils essaient de reproduire la Terre à l'échelle 1 pour 1. Et donc, il y a une petite charte. On la lit encore en 5 minutes. On peut la comprendre. Et après, c'est démerdez-vous. Et donc, voilà, il y a le but commun. Et finalement, c'est peut-être les bases de l'agilité nous dit quand même, bah voilà, on se fixe à une vision. Et puis, bah voilà, auto-organisation, anarchisme, puisque quand même, dans le manifeste agile, dans l'historique, il y a quand même marqué que les 17 signataires étaient des anarchistes des organisations. Donc voilà, reprendre un petit peu ce côté-là, ce côté anarchiste. On a l'impression que les jeunes veulent un petit peu s'emparer de leur propre destinée. Il faut pas oublier que quand on donne un travail de chèvre à une personne, cette personne va devenir une chèvre. Sauf qu'on veut des gens intelligents. On recrute des gens intelligents. Si on n'utilise pas leur intelligence, ils servent à quoi? Non seulement ils peuvent pas développer leur propre potentiel individuel, mais en plus, le jour où il y a un problème, ils vont pas avoir de ressort parce qu'ils n'ont plus l'habitude de... Donc c'est important de laisser sa place à chacun pour s'assurer d'être dans un écosystème qui soit créateur de valeur pour de vrai. Avant, là on est vraiment dans le système de l'IT. Parce que ça, c'est pas forcément adaptable sur tous les systèmes qui nous entourent dans la société. Il y a eu en Grèce, il y a eu Podemos en Espagne, etc. Il y a eu, nous on a eu Nuit debout aussi, où ça a été vraiment quelque chose qui est né comme ça. On ne sait pas trop comment, et qui a eu une sacrée émulsion. Donc en fait, c'est plutôt ça qu'aujourd'hui que recherchent les jeunes, d'avoir un but et qu'on leur fasse confiance. Et en fait, dans les organisations, moi ça fait longtemps que je travaille il y a plein de managers qui ne font pas confiance. En fait, ils sont dans le command and control. La jeune génération, elle veut juste qu'on lui fasse confiance, donner un objectif, et puis elle se débrouillera. Et on voit qu'ils sont même capables d'atteindre des performances sans communiquer. Dans le e-sport, il y a des groupes, ils ne parlent pas, et pourtant ils sont très efficaces parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont eu l'habitude de travailler ensemble. Et il n'y a plus besoin de communication, ça devient très instinctif. Donc c'est des choses qu'il faut aussi regarder d'un point de vue sociologique. Il y a beaucoup à apprendre de ces phénomènes qui se passent dans les jeux en ligne. Juste une petite limite par rapport à projeter ça sur l'ensemble de la société. Là, il y a certainement plusieurs. Donc là, tu donnes des exemples au-delà de l'IT. Ok, il y a pas de souci. Moi, j'ai quand même une limite à me dire, toute la société, elle peut pas être organisée comme ça. On peut pas compter que sur la bonne volonté des gens, parce qu'il faut quand même peut-être une direction plus générale. Et pourtant, c'est ce qu'elle fait la société, parce que ça n'empêche pas d'avoir la confiance, de mettre en avant la confiance, dans la confiance que quand tu vas demander quelque chose. Moi je pense, alors c'est peut-être juste un point très particulier, mais je pensais par exemple au maillage des communications sur la France. L'organisation de telle ou telle route, on ne peut pas laisser à chacun de faire, moi je veux aller de là à là, donc je vais construire ma route, je vais construire mon autoroute pour aller de Niort à Prague, de Niort à La Rochelle, de Niort à Toulouse, parce que j'habite Niort et je veux aller rapidement partout. Après, il faut dissocier l'intérêt individuel de l'intérêt collectif et général. L'intérêt général, oui, est toujours gouverné plus ou moins par l'État, et encore, il y a les associations aussi pour répondre à ça. Mais par contre, en tant qu'individu, on est libre de vivre notre vie et autres, et on a des règles, on a un cadre. Les cadres, ils s'appellent la loi. On respecte la loi, tout va bien. On respecte pas la loi, par contre, on se fait rattraper. Mais il y a quand même ce cadre. La seule chose qui manque peut-être aujourd'hui à la société, c'est une destination. C'est aussi pour ça que des gens comme Trump arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est parce qu'ils donnent un cap, bon ou mauvais, ils en donnent un. Voilà. Après, Donald Trump parle très peu des États-Unis au final, mais. Tu disais pour les routes, dans un cas d'auto-organisation, si tu veux faire
une route qui va par exemple de Niort à je sais pas où, bah c'est juste leur dire il faut une route de Niort à je sais pas où. Le reste, intelligence collective. En fait, c'est ça qu'ils font. C'est de l'intelligence collective. Là où aujourd'hui, de plus en plus, on a des gens qui décident pour tout le monde. On ne sait pas comment ils prennent les décisions, qui ne sont pas forcément des bonnes décisions. On a vu des trucs où on fait des autoroutes, on se demande pourquoi, et qui posent plus de problèmes qu'autre chose. Donc, et c'est pour ça aussi que ça génère autant de résistance au changement. On l'a vu sur la 69. Bah, peut-être que les décisions qui ont été prises en haut lieu par les gens qui pensaient et qui sont en mode top-down, bah, ils s'y sont mal pris et c'était peut-être pas la bonne réponse à peut-être une bonne problématique. Ils n'ont pas fait appel à l'intelligence collective et aujourd'hui, bah, ils en payent leur résistance au changement. Donc c'est aussi ça que demande. Voilà, et c'est ce que demande la société, hein, qu'on nous demande aussi notre avis. Alors généralement on nous demande notre avis et après on nous dit on s'assoit dessus, mais c'est ça qui pêche. Mais en fait, globalement, les sociétés aujourd'hui demandent à ce la société civile demande aussi à faire partie de l'intelligence collective pour prendre des décisions. Et je pense que dans les entreprises humanistes par exemple, c'est ce qu'elles font beaucoup. Les open organisations comme Red Hat demandent beaucoup à leurs employés leur avis pour aller dans telle ou telle direction et ça marche assez bien. Voire des fois ça marche mieux dans les communautés open source que dans les entreprises normales. Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.